Mon neveu Jacques, 10 ans, m'a fixé du regard de l'autre côté de la table, s'est penché au-dessus de mon assiette et a délibérément craché dedans. Un sourire narquois aux lèvres, il a dit « Tu l'as bien cherché ». J'ai levé les yeux. Ma sœur Britney et son mari Cameron ont ri. Mon frère Brandon a secoué la tête en souriant dans sa serviette. Ma mère Mélissa, assise en bout de table, n'a même pas sourcillé. Elle a continué à manger. L'humiliation était totale. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir invisible au sein de votre propre famille? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Ce n'était pas nouveau. C'était juste la première fois que c'était aussi flagrant. Toute ma vie, j'avais été le pilier invisible de la famille, la responsable, le bouc émissaire. J'étais Émilie, la coordinatrice logistique de 32 ans, stable, discrète et toujours disponible. Et ils comptaient là-dessus. Ils ont pris ma fiabilité pour de la faiblesse, ma gentillesse pour de la naïveté. J'ai repensé à cet appel, il y a 3 ans, quand Britney avait besoin d'un garant pour sa voiture. Le temps de me remettre sur pied. Je te le promets. Je recevais encore des alertes pour ces retards de paiement. Je repensais à toutes les urgences de maman, la fuite d'eau soudaine, la facture d'électricité impayée, les impôts fonciers qu'elle avait oubliés. Je les ai toutes réglées discrètement, sans poser de questions. Pendant ce temps, Britney, la chouchoute, avait droit à des fêtes pour ses promotions, des cadeaux somptueux pour son anniversaire et des éloges à n'en plus finir pour le strict minimum. Il faut comprendre que dans ma famille, le manque de respect n'était pas un événement. C'était notre quotidien. Une culture normalisée depuis des décennies. Je n'étais pas une personne. J'étais un rôle. J'étais celle qui réparait tout, le bouc émissaire, celle sur qui ils pouvaient se défouler. Mon humiliation était leur divertissement, un moyen de créer des liens. L'acte de Jacques n'était pas une rébellion. C'était une mise en scène. Et ma famille était le public hilar. Et pendant des années, je suis resté. C'est facile de demander, pourquoi n'es-tu pas parti? Mais vous ne comprenez pas les chaînes invisibles qui m'entravent. Quand on grandit dans un système pareil, on développe une stratégie de survie complexe. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une prison sans barreaux. On apprend que se défendre ne fait que resserrer les murs. Alors, on se tait. On encaisse les coups. On se fait plus petit, en espérant qu'un jour, si on est assez discret, assez bon, assez utile, ils finiront par nous remarquer. On apprend à survivre avec des miettes d'approbation. Et on se persuade que c'est tout ce qu'on mérite. C'était ma vie jusqu'à ce soir-là. J'ai regardé l'assiette que je ne mangerais pas. J'ai regardé ma mère, Mélissa, qui se tournait déjà vers Cameron pour lui demander comment s'était passée sa partie de golf. J'ai regardé ma sœur, Britney, qui envoyait des SMS avec un petit sourire suffisant. Je me suis levé. Le silence s'est abattu sur la pièce et je sentais leur regard peser sur moi, dans l'attente. C'était le moment où j'étais censé pleurer. C'était le moment où j'étais censé crier, faire mon dramaturge, comme il disait toujours. C'était le moment où je jouais le rôle de la personne instable émotionnellement, pour qu'ils puissent tous lever les yeux au ciel et me dire de me calmer. Ma mère soupira, sans même me regarder. « Émilie, ne commence pas. » Je ne dis rien. Je pris simplement mon sac à main sur le dossier de la chaise. Je marchai jusqu'à la porte d'entrée, enfilai mes chaussures et sortis. Je ne claquai pas la porte. Je la refermai doucement derrière moi. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand j'entendis leur rire reprendre. Je ne pleurai pas pendant le trajet du retour. Je ne ressentis rien. La partie de moi qui aspirait à leur approbation, celle qui aurait été brisée, avait tout simplement disparu. C'était comme un air comprimé depuis si longtemps qu'il avait fini par mourir. De retour à mon appartement, je me fis un thé et m'installai sur mon canapé dans le silence. Le silence était différent. Ce n'était pas le silence pesant auquel j'étais habitué. C'était un silence pur, un vide immense. À 9h15, mon téléphone s'est allumé sur la table basse. C'était la conversation de groupe familial. Un message de ma mère, Melissa. Ne nous contacte plus. C'était tout. Aucune explication. Non, il faut qu'on parle. Juste un ordre, une excommunication. Je fixais le message, les yeux rivés sur les bulles de texte. Puis l'icône de mon frère Brandon est apparue. Il a commenté le message de notre mère avec un pouce levé. Il était de leur côté. Bien sûr. C'était plus simple. J'aurais dû être anéanti. J'aurais dû pleurer, les supplier de revenir sur leur décision. Pendant 20 ans, un tel message m'aurait détruite. Il m'aurait plongé dans une spirale d'excuses, à essayer de comprendre ce que j'avais fait de mal, comment me racheter. Mais en regardant l'écran et ses mots froids et définitifs,
Je n'ai rien ressenti. La chaîne n'était pas seulement brisée, elle avait disparu. La porte de la prison où il m'avait enfermé toute ma vie, celle où je m'étais enfermé moi-même, n'était pas seulement déverrouillée. Elle avait disparu. J'ai pris une grande inspiration lente. L'air était différent. Il me semblait mien. J'avais les idées claires, froides, tranchantes, d'une clarté magnifique. Je savais exactement quoi faire. J'ai pris mon téléphone. J'ai regardé l'ordre de ma mère et le pouce levé de mon frère, compris. Mes doigts ont tapoté avec assurance. Le prélèvement automatique de 3500 $ pour l'hypothèque se termine demain. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à ma banque. Il était temps de faire le ménage. D'abord, l'hypothèque. J'avais mis en place ce paiement automatique il y a 18 mois, lorsque ma mère m'avait appelé en pleurs, disant que la banque menaçait de saisir la maison. Juste pour quelques mois, Émilie, avait-elle dit, juste le temps que je règle le problème. 18 mois, 3500 $ chaque mois. J'ai trouvé le paiement récurrent et j'ai cliqué sur Annuler. Une petite fenêtre contextuelle a demandé « Êtes-vous sûr ?» J'ai cliqué sur Confirmer. Un petit clic discret. Et voilà, l'artère principale était tranchée. Mais ce n'était que le début. Je suis allé sur les plateformes de streaming, le forfait familial, Netflix, Hulu, Disney+, tous associés à mon compte et utilisés par Britney, Cameron et Jacques. J'ai résilié l'abonnement et confirmé. Ensuite, le forfait téléphonique familial. Je payais pour les 4 depuis 5 ans. Un forfait familial où j'étais la seule à payer. Je me suis connecté au site web de l'opérateur. J'ai transféré la propriété de leur numéro directement au nom de ma mère. Le compte serait à son nom et la facture serait à son nom immédiatement. Quant à la facture d'Internet et de câble de leur maison, elle était encore à mon nom depuis que j'y avais brièvement vécu il y a quelques années. J'ai soumis la demande de résiliation, effective dès demain. Enfin, le prêt auto, la voiture de Britney, celle pour laquelle j'avais cosigné. J'ai appelé le service client de la banque, disponible tard le soir. J'ai expliqué que j'étais la cosignataire et que je souhaitais faire une demande de main levée pour retirer mon nom et ma responsabilité du prêt. Le conseiller m'a informé que Britney devrait refaire une demande de prêt à son nom. J'ai dit, ça ressemble à son problème. Veuillez lancer les démarches administratives. Alors que j'étais au téléphone, mon portable, posé sur le bureau, s'est mis à vibrer. Il ne bourdonnait pas simplement. Il vibrait violemment contre le bois, une vibration frénétique et agaçante. J'ai raccroché avec la banque et j'ai regardé l'écran. C'était la conversation de groupe qui explosait. Britney, qu'est-ce que ça veut dire? Le prêt immobilier? Cameron, c'est une blague? Emily, Brandon, ce n'est pas drôle. Maman panique. Melissa, Emily, appelez-moi tout de suite. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Vous êtes mesquine. Maman de Britney a dit que le câble allait être coupé. Qu'est-ce que tu fais? Britney, réponds au téléphone. J'ai lu les messages un par un, sans ressentir la moindre émotion. J'ai regardé les 3 petits points apparaître et disparaître au rythme de leur frappe frénétique. J'ai décroché. J'avais accidentellement mis le mode silencieux. Je l'ai branché sur la table de chevet, je suis allé à la salle de bain, je me suis lavé le visage et je me suis couché. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis endormi avant minuit. Le silence qui a suivi était absolu. Les semaines ont passé. Je n'ai pas seulement survécu dans ce silence. J'ai commencé à y construire une vie. Je suis allé travailler. J'ai lu des livres que j'avais achetés des années auparavant et jamais ouverts. J'ai trouvé un studio de yoga à 2 pas de chez moi et j'ai commencé à y aller le week-end. J'apprenais à respirer mon propre air. Et je découvrais que j'aimais son goût. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appels agressifs, pas de messages désespérés. C'était comme si, en coupant les ponts financiers, j'avais cessé d'exister. C'était le mois le plus paisible que j'ai connu depuis 10 ans. Puis, un mardi, un message est arrivé de ma cousine Caitlin. Rire, ce n'était pas un SMS, juste une capture d'écran d'une page GoFundMe. Le titre était « Aider Jacques à traverser une année difficile ». La photo le montrait souriant à un match de baseball. J'ai lu la description, et le calme absolu que j'avais construit s'est brisé. Nous sommes une famille confrontée à des difficultés inattendues, avait écrit Britney. Notre fils Jacques doit faire face à des factures médicales imprévues. Et malheureusement, au même moment, certains membres de la famille sur lesquels nous pensions pouvoir compter nous ont abandonnés, nous laissant dans une situation désespérée.
Nous voulons simplement que notre petit garçon reçoive les soins dont il a besoin. Chaque don compte. J'ai fait défiler la page. L'objectif était de 10 000 $. Le total récolté s'élevait à 50 $. Un seul don de notre mère, Mélissa. J'ai fixé l'expression « factures médicales imprévues ». Soudain, j'ai eu un frisson. Je savais exactement ce que cela signifiait. Ce n'était pas une surprise. C'était de la négligence. Je me suis souvenu de l'appel téléphonique d'il y a 3 mois. Britney se plaignait que le médecin avait dit que Jacques devait être opéré d'une hernie qui s'aggravait. Ce n'est pas encore une urgence, avait-elle dit, mais ils veulent programmer l'opération. Peux-tu m'aider, M? Juste cette fois. Je suis tellement stressé. Je lui avais envoyé 4 000 $, largement de quoi couvrir la compte et les frais initiaux. 2 semaines plus tard, son Instagram était inondé de photos d'une croisière de 7 jours aux Bahamas. SES Cocktails Cameron E.T. Brandon, all smiles à la main. On profite à fond, disait la légende. J'avais naïvement cru qu'ils avaient prévu de financer l'opération grâce à ses vacances. Je comprenais maintenant qu'il n'en était rien et qu'ils avaient utilisé l'argent. Ils avaient pris les fonds destinés à la santé de leur fils et les avaient dépensés en vacances, sachant pertinemment que si ce qui n'était pas une urgence le devenait, ils pourraient simplement revenir vers moi. Ils avaient joué avec la santé de leur propre enfant, utilisant ma gentillesse comme garantie. Cette cagnotte GoFundMe n'était pas qu'un simple appel à l'aide. C'était un mensonge. C'était la preuve grotesque et ultime que je n'avais jamais fait partie de leur famille. J'étais leur filet de sécurité, leur fonds d'urgence. Le membre de la famille censé absorber leur irresponsabilité pour toujours. J'ai fermé l'application. La vieille douleur familière de la trahison était là, mêlée cette fois à une rage froide et pure. Ils croyaient me connaître. Ils pensaient que j'étais la responsable qui finirait par céder. Ils étaient loin de se douter de ce que j'allais devenir. J'étais à mon bureau, en train de terminer un rapport pour le travail, quand le message est arrivé. C'était de Britney. « Emily, je sais que tu me détestes. Je comprends. Mais c'est Jacques. » J'ai arrêté de taper. Mon cœur n'a pas fait de bond. Il est juste devenu froid et immobile. L'hernie. C'est une urgence. L'hôpital dit qu'il doit être opéré d'ici vendredi, sinon ça pourrait s'aggraver. Le coût total est de 20 000 $. Maman et moi avons réussi à réunir 12 000 $, mais il nous en manque encore 8 000. S'il te plaît, je ne te le demande pas pour moi. Je t'en supplie. Il en a besoin. S'il te plaît, monsieur, c'est juste un enfant. J'ai lu le message une fois, puis deux. L'ancienne Émilie aurait été paniquée. Elle aurait ressenti le poids écrasant de la culpabilité, ce sentiment immédiat et paniqué de responsabilité. Elle aurait vidé ses économies, transféré l'argent sur le compte de Britney, puis pleuré, se sentant mal et exploitée. Mais, persuadée d'avoir bien fait. Assise là, je fixais ces mots, et je ressentais cette vieille attirance familière, cette chaîne invisible. Ce n'est qu'un enfant. Mais j'ai repensé à la cagnotte GoFundMe, aux factures médicales soudaines. J'ai repensé à la croisière aux Bahamas. J'ai repensé aux 4 000 $ que je leur avais donnés 3 mois plus tôt, l'argent censé servir à ça. Si j'envoyais cet argent à Britney, que se passerait-il? Ce ne serait pas un geste de générosité. Ce serait une rechute. Ce serait leur apprendre que leur négligence est impunie, que leur mensonge fonctionne, que je suis, et serai toujours, leur filet de sécurité. Ce serait prouver que le fait que Jacques ait craché dans ma nourriture n'avait aucune importance, que le fait que ma mère m'ait drogué n'avait aucune importance. Tout ce qui comptait, c'était que lorsque la facture arriverait, je paierais. Je ne serais plus leur intermédiaire. Plus jamais. Mais je ne laisserai pas un enfant souffrir à cause de parents cruels et irresponsables. Ma main était parfaitement stable. Je n'ai pas répondu au message de Britney. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai même pas appelé Caitlin. Cette décision m'appartenait entièrement. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro du service de facturation de l'hôpital. Oui, ai-je dit d'une voix calme et professionnelle. Je voudrais effectuer un paiement pour un patient. Il s'appelle Jacques. La femme à l'autre bout du fil était polie. Elle a trouvé le compte. Oui, je vois qu'il a une intervention prévue vendredi. Nous attendons encore le solde restant pour confirmation. Quel est le montant du solde restant? Le paiement restant est de 8 000 $. Je voudrais payer cela. Tout de suite. Il y a eu un bref silence. Bien sûr, madame. Je lui ai donné mon numéro de carte bancaire. J'ai écouté le cliquetis de son clavier. Parfait. Le paiement a été approuvé. Le solde est maintenant à 0.
Il est prêt pour son intervention vendredi. Merci. J'ai dit, pourriez-vous m'envoyer un reçu de cette transaction par email? Bien sûr. Une minute plus tard, un email est apparu dans ma boîte de réception. Confirmation de paiement, une coche verte. Payé intégralement, $8 000. J'ai fait une capture d'écran. J'ai ouvert mes SMS. Britney en avait envoyé 3 autres. Emily, dis-moi quelque chose, s'il te plaît. J'ai cliqué sur l'icône du trombone. J'ai joint la capture d'écran du reçu de paiement. J'ai attendu le chargement. Puis j'ai tapé mon dernier message. C'est réglé. Ne me contacte plus. J'ai cliqué sur envoyer. Ensuite, je suis allé dans ses coordonnées. Bloqué. Je suis allé dans celle de Cameron. Bloqué. Je suis allé dans celle de Brandon. Bloqué. Je suis allé dans celle de ma mère. Bloqué. Le dernier mot. C'était fait. J'ai éteint mon téléphone, je me suis affalé sur mon canapé et pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment libre. Je n'ai pas rallumé mon téléphone pendant 2 jours. Je n'en avais pas besoin. Le silence n'était plus vide. Il était plein. C'était le son d'un choix que j'avais enfin fait pour moi-même. Quand j'ai finalement réussi à l'écouter, il n'y avait qu'un seul nouveau message vocal. Ce n'était ni de la colère, ni une exigence. C'était juste un message court et poignant de ma mère, Mélissa. Sa voix était rauque. Émilie, elle renifle. Je viens de raccrocher avec l'hôpital. Ils m'ont dit que tu avais réglé la facture. Après tout ce que j'ai dit, elle s'est arrêtée et je l'ai entendue prendre une inspiration tremblante. Je ne sais pas quoi dire, à part que je suis vraiment désolé. Je crois que j'ai été une mère horrible pour toi. J'ai toujours pensé que tu pouvais tout supporter. Alors, je t'ai laissé tout porter. Je suis vraiment désolé, Émilie. Je l'ai écouté 3 fois. Les excuses que j'avais attendues toute ma vie. Ce n'était pas une victoire. C'était juste triste. Triste qu'il ait fallu autant, ce dernier acte de rupture, pour qu'elle finisse par me voir. J'ai repensé à ma décision de payer. Il aurait été si facile de les laisser faire. Cela aurait été justice. Non, mais j'ai compris qu'il y a 2 formes de justice. Il y a la justice de désherber, d'éradiquer le problème et de le laisser mourir. C'est cette justice que j'ai rendue en les coupant. Mais il y en a une plus profonde. La justice des égaux. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de ce que l'on choisit de semer sur la terre brûlée que l'on vient de défricher. J'aurais pu semer l'amertume. J'aurais pu les laisser pourrir sous le poids de leurs propres actes. Au lieu de cela, j'ai choisi de semer une graine. J'ai choisi de sauver Jacques. Non pas pour eux, mais pour moi. C'était mon dernier acte de force, prouvant que leur cruauté ne m'avait pas, au final, rendu cruel moi aussi. Une semaine plus tard, un colis est arrivé chez moi. Sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une boîte de vieux albums photos, des photos que je n'avais pas vues depuis des années. Moi et Britney avant que la jalousie ne s'installe. Moi tenais Brandon Beebe. Glissé à l'intérieur, une note manuscrite de Britney. Je suis désolé, M, pour tout ça. Je ne sais pas comment réparer ça. Et en dessous, une feuille de papier cartonné pliée en 2. Un dessin d'enfant représentant un bonhomme bâton tendant une fleur à un autre bonhomme bâton. De l'écriture tremblante d'une enfant de 10 ans, on pouvait lire « Désolé d'avoir été méchante. Merci de m'avoir aidé à survivre, Jacques. » Un mois passa. Plus un texto de Melissa. Dîner rien que nous deux. Je prépare un vrai repas. S'il te plaît. J'ai failli refuser, mais j'y suis allé. C'était gênant. Terriblement gênant. Melissa à cuisine. Britney et Cameron étaient là. Brandon, même Jacques, qui a passé le plus clair de son temps à regarder ses chaussures, mais personne n'a crié. Personne n'a fait de remarques passives-agressives. On a juste mangé. On débarrassait la table quand Mélissa a dit d'une voix douce « Je n'ai pas été juste avec toi, Émilie. J'ai toujours pensé que tu pouvais tout encaisser, alors je t'ai tout laissé porter. » J'ai juste hoché la tête. Je n'ai pas dit que ce n'était pas grave parce que ça ne l'était pas. Mais en regardant Jacques, qui dessinait tranquillement à table, et Britney, qui faisait la vaisselle sans qu'on le lui demande, j'ai compris que ce n'était pas une fin. C'était un commencement. Un nouveau départ. Un vrai. Un seul moment a-t-il déjà changé à jamais vos relations familiales? Partagez votre histoire dans les commentaires. Je les lis tous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.